ne pas être admissible, ou encore être admissible mais ne pas avoir effectivement accès, ce qui est notamment parfois le cas en région, à des services d'accompagnement même pour un simple formulaire, à des services d'hébergement en cas de dénuement ou d'abus, aux soins, à des services de garde, aux services juridiques, à la francisation, à des conditions de travail décentes, fragilise les personnes, vulnérabilise leur parcours et accroît les risques de discrimination et de précarité à court, à moyen et à long terme. Il y aurait donc lieu, et cela constitue la 4e recommandation du Centre multiethnique, d'instaurer des processus plus clairs, plus simples, plus directs et plus rapides afin de permettre aux personnes à statut précaire et aux organismes qui les accompagnent de sécuriser leur parcours, d'être considérés avec plus d'humanité. Et finalement, le Centre multiethnique de Québec invite le ministère à reconnaître les besoins des organismes communautaires en octroyant une augmentation des financements et en soutenant les initiatives régionales. Le financement actuel du MIFI nous permet d'accueillir des centaines de personnes par année. Cependant, ce financement est souvent lié à des quotas ou des cibles par catégorie des immigrants desservis, ce qui restreint notre capacité de servir les nouveaux arrivants en fonction de leurs besoins et non pas de leur profil ou de leur statut migratoire. Un financement stable, durable et flexible des organismes d'accueil des nouveaux arrivants favorise le maintien des ressources, le développement de l'expertise et la capacité d'accueil nécessaires pour intégrer une population immigrante grandissante, tout en protégeant le tissu social et la langue française au Québec. Nous vous remercions de votre écoute et de votre ouverture à la réalité que nous vivons, et que les gens vivent aussi dès leur arrivée. Et ce que nous voulons vous dire, c'est que tout le monde actuellement qui arrive en ce moment au niveau des personnes immigrantes désire vraiment s'impliquer et être une société, s'impliquer dans notre société et de vouloir collaborer, vous l'avez vu tout à l'heure avec les gens, à être aussi des partenaires avec nous pour pouvoir assurer l'intégration de ces personnes. Voilà. Bonne. Merci beaucoup pour cette présentation. On va donc entamer la période d'échange avec les parlementaires pour une période de 15 minutes 48 secondes. Madame la ministre, le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous trois. Merci à Madame Battisti d'être présent parmi nous pour contribuer aux échanges, à la réflexion collective que l'on tient. J'ai eu le grand plaisir d'aller visiter le centre multiethnique, également la portion les habitations du centre multiethnique. Donc, ça a été très inspirant. Et j'ai fait de très belles rencontres d'ailleurs, dont je garde un très vif souvenir. Je voulais vous remercier d'agir comme mandataire du MIFI pour l'accueil des réfugiés pris en charge par l'État. C'est un travail précieux que vous faites, de grande importance, que je valorise énormément. Donc, un grand merci pour votre engagement. Je sais que c'est un engagement qui dépasse largement le 9 à 5 habituel. Et pour ça, je vous en remercie parce que je sais que les personnes immigrantes sont entre bonnes mains quand elles arrivent chez vous. Merci pour ça. Je commencerai par un petit commentaire sur un commentaire en fait que vous faites en page 8 dans le cahier de consultation. En fait, vous notez que notre cahier de consultation, il y a l'absence d'orientation portant sur la lutte contre l'intolérance, la discrimination et le racisme. Donc, je vais simplement rappeler que le gouvernement est fort actif en ce domaine-là, mais à travers des canaux distincts de celui du document de consultation pour la commission parlementaire. Il y a notamment, on fait en sorte de mettre en œuvre les recommandations du rapport du groupe d'action contre le racisme, intitulé le racisme au Québec, tolérance zéro. Donc, il y a une action en ce sens-là. Il y a également 22 projets contre le racisme et les discriminations qui sont financés par le PAC, le programme d'appui aux collectivités, donc de notre ministère. Puis il y a également 183 ententes en vigueur actuellement dans le cadre du PAC qui permettent de financer des projets et des activités en lien avec cet objectif-là. Donc, pour vous dire que même si ce n'est pas clairement mis en lumière là, dans le document de consultation, il y a beaucoup de choses qui se font en parallèle. Pour une première question, je vous amènerai à la page 9. Vous recommandez de travailler en concertation afin d'assurer une régionalisation structurée et planifiée. Au profit donc d'un processus d'intégration réussi. Qu'est-ce que vous entendez par un processus et une régionalisation structurée et planifiée? Comment ça se traduit dans les faits
sur la base de votre perspective. Je vais commencer, puis si Aline, si tu vois des actions, parce qu'on est sur des actions communes. De notre côté, l'ayant vécu, je ne vous cacherai pas, dans les dernières années, on a déjà travaillé sur certains projets avec le ministère pour assumer sur le terrain certaines actions. Alors, c'est d'avoir vraiment, puis là, je vais le dire comme ça, nous, on est sur le terrain davantage. Alors, à ce niveau-là, c'est de vraiment partir. Je donne l'exemple qu'il y a eu des comités avec le ministère de l'Immigration sur la piste de solution sur les logements. Dans les 2 dernières années, il y a eu des comités de travail qui se sont faits à partir des organismes terrains. Le ministère a mis en place un comité avec une personne qui pouvait superviser le comité, arriver avec des pistes de solutions à partir du terrain. Et par la suite, nous, on pouvait travailler avec nos partenaires sur l'arrimage de certaines solutions. Et on voit, par exemple, dans le comité de travail sur le logement, qu'il y a des éléments qui devaient partir du ministère de l'Immigration pour avoir soit des lettres de recommandation pour amener aux propriétaires, de faire comprendre c'est quoi la vie réelle de réfugiés qui arrivent des camps de réfugiés, diminuer les attentes par rapport à cette solution. Et quand on a cette porte d'entrée-là avec le propriétaire, quand on peut amener une lettre, alors là, sur le terrain, on peut travailler sur des comités par secteur. Alors, il faut vraiment avoir une stratégie commune. Puis quand je nomme ça, je reviens sur un projet pilote qu'on travaille sur la régionalisation, où depuis plus d'1 an, il y a un comité de travail et on part d'une vision du ministère, mais par la suite, on met en contribution les actions des partenaires associés. Ça n'empêche pas qu'il y a des embûches, des enjeux transversaux, mais c'est vraiment dans l'esprit de vouloir déjà en amont travailler sur les enjeux transversaux. Et le fait qu'on travaille, exemple, avec le CIUS, on travaille avec le CIUS de la capitale nationale, la clinique santé des réfugiés. Il y a des solutions aussi qui peuvent partir de d'autres secteurs, dont de la santé, mais on s'arrime avec eux aussi. Et là, on sort de nos mandats, mais qu'on voit une stratégie commune. Il y a des actions qui doivent se faire. Puis là, je vais recouper. De se faire des ponts entre les différents ministères. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça devient important quand on parle d'une vision concertée. C'est qu'il faut que ça parte aussi des autres partenaires associés que vous côtoyez sur vos tables ministérielles, parce que l'enjeu de l'immigration, c'est un enjeu, vous le savez, transversal dans les différents volets, que ce soit le logement, que ce soit la santé, que ce soit le service de garde. On a des projets, nous, sur la petite enfance, puis... ça fait des années qu'on travaille sur la petite enfance. On est reconnu sur 22 partenaires sur le terrain. Je demande au ministère de nous aider au financement, mais je dois me tourner vers le ministère de la Famille. Alors, ces enjeux-là, pour nous, est réel. C'est un enjeu réel. Alors, c'est là que je nomme la vision concertée, parce que je l'ai vu, ça se fait, ça se passe réellement, mais quand on va se soucier des différents défis que nous avons, ça devient important sur le terrain d'avoir une vision commune et assurément avec la ville aussi. Parce que c'est une action, même si vous parlez du programme PAC, je suis tout à fait d'accord, mais il y a des choses qui ne sont pas reliées nécessairement à tous les organismes sur le terrain. Aline? Merci. Oh, excusez, je ne veux pas prendre plus de temps. C'est bon, compléter. Compléter sur l'accès notamment aux services en région et notamment hors des grands centres urbains, même si le centre multiethnique est situé à Québec. En fait, il couvre aussi des services sur l'ensemble de la région, mais l'accès aux services en dehors des grands centres urbains peut être très complexe pour les personnes. Je nommerai, tu as parlé du logement, je pense aussi au transport, notamment au transport en commun hors des grands centres, aux services de francisation aussi, quand on doit attendre longtemps et franchir une distance là importante pour pouvoir accéder à ces services-là. Je pense aussi à la formation des organismes pour qui ont des mandats souvent assez restreints aussi dans les services qu'ils peuvent offrir donc aux personnes immigrantes. On pourra revenir sur... Il y a d'autres questions. Merci. Vous mettez la table pour ma question suivante. Vous parlez dans votre mémoire de l'importance de nommer les difficultés d'intégration. Nous, vous savez qu'on a l'objectif de régionaliser encore davantage l'immigration. Donc, comment est-ce que vous traitez de ce défi-là de nommer les difficultés d'intégration et de développer des pistes d'action?
Et est-ce que vous considérez que la situation dans la capitale nationale est distincte des autres régions du Québec ou, somme toute, vous avez l'impression que ça doit être très apparenté? Je vais commencer. Nommer les enjeux, ben, je vous dirais, c'est important de nommer les enjeux d'intégration. On en voit, c'est la capacité. Puis là, tout à l'heure, on fait juste le bout de la francisation, là. Je veux juste vous nommer l'expérience qu'on vit. Puis là, c'est Francisation Québec. C'est quelque chose il y a une vision dans la Francisation Québec, mais nous, on vit quelque chose de défi sur le terrain par rapport à Francisation Québec. L'idée d'avoir une porte d'entrée, c'est une chose, mais on vit quand même des défis par rapport à certaines catégories, entre autres les réfugiés qui n'ont pas accès à l'ordinateur, qui n'ont pas accès. Donc, je comprends qu'on va favoriser des liens d'avantage pour une certaine catégorie, je pense aux travailleurs économiques, mais nous, sur le terrain, on vit un enjeu pour les 310 personnes réfugiées qu'on doit soutenir davantage. Alors, c'est là que les enjeux, nous, c'est dans les enjeux directs. Et quand je le mets en ouverture, qu'on surcharge nos intervenants, parce que c'est toujours ce petit lien-là de plus qu'on doit donner à la personne qui arrive. Sur ces enjeux-là, juste d'administration ou juste d'inscription, nous, ça nous amène un enjeu sur la tâche à donner après à nos intervenants. Et là, c'est un exemple trop évident là, par rapport à Francisation Québec, mais nos partenaires aussi nous demandent de les aider parce qu'ils n'ont pas de ressources. Alors là, on vit la difficulté de cet enjeu-là, par exemple. Par rapport à l'intégration, on le nomme, là, on l'a nommé, hein, l'intégration des personnes qui ont des difficultés, puis ça a été assez clair tout à l'heure avec l'exposé que quand les gens ne parlent pas français, dès leur arrivée, vivent un enjeu d'intégration. Dans les dernières années, on a apprécié, surtout pour les réfugiés, mais on le voit aussi, le désir de le développer, de laisser... Avant, on avait un mandat de 7 jours pour accueillir les réfugiés, pour pouvoir les installer dans un appartement au niveau du mandat du MIFI. À cause de la pandémie, on est rendu à 14 jours et là, il y a une ouverture à 21 jours. Donc, nous, on apprécie parce qu'on voit les réfugiés se déposer, prendre le temps de... Parce que toute l'action administrative, pour nous, ça nous a amené beaucoup plus de délais. Et vous le voyez, que ce soit la demande de RAMQ, que ce soit l'ouverture de compte bancaire. On a des délais supplémentaires, Service Québec, Service Canada. Et à ce niveau, on n'est pas capable de rendre l'administratif plus rapide. Nationale n'est pas une région rurale comme d'autres régions, mais la régionalisation n'est pas que l'immigration rurale. Ça fait au moins depuis 30 ans qu'on parle de régionalisation de l'immigration depuis le plan 91-94, si je ne me trompe pas, puis on a toujours le même taux de concentration des immigrants dans la région métropolitaine. Les pistes de solutions inclut entre autres la sensibilisation que Mme Battisti a mentionnée et aussi le continuum de services, d'accroître l'accessibilité de services en région et ça inclut la région de la capitale nationale. Présidente, je vais céder la parole à des collègues. Merci, Madame la ministre. Je me tourne du côté de la députée de Vimont. Il vous reste 3 minutes 46. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous trois d'être présents. Peut-être, je veux juste renchérir au niveau de vos inquiétudes concernant la lutte contre le racisme, la discrimination. Peut-être juste vous rappeler que nous avons quand même un ministre qui est responsable de la lutte au racisme. Alors, c'est quand même une création que le gouvernement a fait
pour justement se pencher sur ces questions. D'ailleurs, au mois d'août, cette année, on s'est engagé à la création d'un bureau permanent, justement, pour la lutte contre le racisme, mais à la grandeur du Québec. Alors, c'était juste un petit aparté. Alors, je vais retourner dans votre mémoire où vous recommandez justement la mise en place d'un lieu interculturel, justement, pour échanger avec tous les citoyens, ce qui permettrait évidemment d'avoir peut-être une meilleure compréhension. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Actuellement, on est sur le projet d'Espace Bleu. Depuis 3 ans, on travaille avec le Musée de la Civilisation, entre autres sur des expositions où je pense autant des Québécois, ils nous ont demandé d'intégrer avec eux la vision de l'immigration à l'intérieur de leur exposition. Donc, c'est vraiment le partage du culturel, je pense qu'il faut immiscer. Donc, quand je vous parle de faire des ponts avec des différents milieux ministériels, c'est ça aussi, mais sur le terrain, ils nous connaissent, donc ils nous cognent à la haine. Ils viennent nous voir, mais il y a les espaces bleus qu'on travaille avec eux, avec le Musée de la Civilisation. On travaille aussi avec la ville en lien avec la Maison de la Diversité. Là. Il y a encore, mais il y a des choses qui se passent là. Et on est conscient aussi de la vision de la ville par rapport aux bibliothèques. La bibliothèque Gabriel Leroy, qui est en rénovation, va être aussi un lieu d'accueil. Mais on comprend qu'il y a de plus en plus l'ouverture. Mais si on se sent, quand je nomme ça, c'est que l'idée, c'est autant par rapport à la lutte, par rapport à ces lieux-là d'accueil, que c'est sûr que le ministère doit avoir une vision transversale de tous ces canaux-là pour nous assurer, nous, sur le terrain. C'est pas moi qui va monter, vous comprenez, à la porte du bureau de coordination où il y a comme des actions transversaux qui doivent se faire ensemble. Donc, mais il faut que vous soyez sensibilisés quand même que la lutte, je comprends de toutes les actions, je les vois, on les vit, on est interpellés sur toutes les actions de la lutte, mais on est vraiment là, la pandémie a créé quelque chose d'exponentiel par rapport à la discrimination. Et c'est à différents niveaux. Fait que je pense qu'on l'a fait aussi aux dernières recommandations. C'est pas seulement de passer des publicités de la diversité à travers les villes, à travers les pubs à la télé, mais je pense qu'il y a une sensibilisation de travailler directement sur des actions. Puis oui, je le comprends que ça passe par le PAC, je comprends que ça passe, mais si vous le nommez que c'est important pour vous, parce qu'on veut travailler l'intégration, on veut travailler, il faut diminuer cette sensibilité, ces préjugés-là, ça devient un mot pour tous, vous comprenez? C'est un peu là que je veux, vous comprenez l'engagement à travers ça. Nous avons déjà des ententes avec les autres ministères, notamment le ministère de la Famille, justement pour les haltes communautaires, dans l'apprentissage de la francisation. Donc, effectivement, ce que vous nous ramenez, on le fait déjà. Tantôt, quand j'ai mentionné le ministre responsable de la lutte au racisme, c'est une question aussi qui est importante à vos yeux, qui est importante aussi pour le MIFI. Donc, oui, il y a du travail qui se fait entre les ministères. Merci beaucoup, Madame la députée. Cette portion d'échange vient de se terminer. Je me tourne du côté de l'opposition avec la députée avec le député d'Émile-Lévigan. 12 minutes 23 secondes. Le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous trois pour votre présence. J'ai lu le mémoire et à la lumière de vos réponses, j'ai le goût de vous poser une question sur la force des mots. On a une universitaire autour de la table, on a des experts sur le terrain. Et vous savez, le débat de l'immigration, surtout les dernières années, a été marqué par des mots. Donc on peut bien parler des structures contre le racisme et de politique publique, mais les mots ont une force. Et du moment que vous êtes sur le terrain, pouvez-vous nous dire c'est quoi l'impact des mots prononcés par des politiciens qui stigmatisent l'immigration, parfois qui parlent de la régionalisation, parfois qui parlent de la francisation, parfois qui ramènent des mots qui sont très durs à absorber pour monsieur, madame, tout le monde? Bien, pour nous, actuellement, l'enjeu, là, c'est le fait, je vais le dire comme ça, le fait d'être un organisme de proximité. Les gens se tournent beaucoup vers nous actuellement. Puis là, je parle des gens, c'est pas seulement les personnes immigrantes, c'est des partenaires aussi. Et
parce qu'il y a des enjeux, parce que la difficulté, puis là, je vous le nomme, là, mais c'est notre expérience. Actuellement, on est avec l'OMHQ dans un bâtiment aux 200 rue Dorchester. On a notre lieu et on est dans un bâtiment où il y a du vivre ensemble. Mais ça n'enlève rien que juste dans notre bâtiment, le vivre ensemble n'est pas facile parce qu'on a différentes clientèles. On a notre clientèle et l'OMHQ. Mais il faut souvent se parler entre nous et l'OMHQ juste pour travailler le vivre ensemble. Puis je parle d'un bâtiment, puis on est sensibilisé à cette action-là. Alors pour nous, les mots, je le comprends là, quand vous me dites il y a une force. Qu'est-ce que les gens comprennent aussi par rapport aux actions et on voit de la discrimination même juste dans notre building. On fait du déménagement des fois des gens qui arrivent, on les monte au 2e ou au 3e étage sur nos étages et souvent juste dans notre building, on a 2 ascenseurs, un pour le CMQ, un pour le HMQ. Ça veut dire qu'un pour l'OMHQ, un pour nos habitations. La clientèle ne prenne même pas le même ascenseur. Ça a été construit comme ça à l'époque. Donc, quand je nomme ça, c'est des petits gestes, puis là, c'est à nous à défaire des choses. Mais c'est des petits gestes, c'est des petits mots. Mais sur le concret, nous, les gens, quand ils se tournent vers nous puis qui vivent des situations, puis là, que ce soit à travers des employés, que ce soit à travers des partenaires, des voisins, on voit de plus en plus ces difficultés-là d'intégration de nos personnes autour de nous parce que nous, ils viennent nous cogner à la porte en disant « Qu'est-ce que je fais avec ça? » C'est quoi la possibilité que le propriétaire ne peut pas faire ça? Mais c'est que ça rajoute, nous, à notre mandat des cas à suivre plus complexes et on doit s'arrimer, j'allais dire, à travers des liens avec nos partenaires. Allez-y. Est-ce que vous êtes outillé? Est-ce que vous... c'est certain qu'on nous manque certains éléments sur le terrain. Quand on dit outillé, c'est d'avoir de la formation. Puis je pense qu'on est allé un peu là. Quand on parle de la concertation, il y a des formations, il y a des choses. Dans l'interculturel, on est outillé tout à fait. Hein, on est là-dedans. Dans l'arrimage avec la santé, on est outillé, mais il y a des choses qu'on l'est moins. Discrimination, problème de racisme. Pensez-vous que vous êtes outillé? On travaille beaucoup avec nos partenaires sur la situation. Je pense qu'il faut y aller à différents paliers. Hein. Comme vous nommez, il y a les gens sur le terrain. Puis après ça, il y a les organisations, l'engagement de chacune des organisations. C'est pas seulement, je vais le nommer comme ça, mais quand je embauche une nouvelle personne dans mon organisation, je vais leur demander de signer que vous ne ferez pas d'harcèlement, qu'on a un petit politique de je ne ferai pas d'harcèlement, je vais parler correctement à mes collègues, je vais parler correctement. Mais c'est au-delà de juste faire signer une politique, vous comprenez? Comment je vais faire vivre de l'intérieur ces éléments-là? C'est un peu dans cette vision-là, je vous le dirais, là, que le Centre multitechnique désire se positionner aussi. Mais on n'est pas seulement l'expert, vous comprenez, il y a d'autres experts et on fait partie justement du comité de polarisation de la Ville de Québec. On est vraiment sur les différents paliers pour arriver à assurer des choses. Mais nous, on le voit parce que les familles nous parlent des situations que leurs enfants vivent à l'intérieur des écoles. On va le nommer à travers nos intervenants, on va le nommer à la direction. Mais après ça, le parent peut nous ramener certains éléments qui fait qu'ils ne se sentent pas bien accueillis. Ouais. Dans votre rapport, vous parlez beaucoup de préparer les milieux d'accueil à recevoir les immigrants en amont afin de faciliter leur intégration dans la communauté. Vous êtes des experts sur le terrain de la capitale nationale, si j'ai bien compris. Oui. Uniquement la capitale nationale.
peut faire mieux, c'est tout à fait évident. Je pense que aussi il y a effectivement encore beaucoup de besoins d'information et de formation de la part de tous les intervenants sur le terrain. Et dans ce sens-là, dans toutes les institutions, c'est pas seulement pour les personnes qui sont des intervenants ou intervenantes dans des services directs aux personnes immigrantes, donc de soutien et d'accompagnement des personnes immigrantes, mais également, je pense à la santé, aux services de garde, en éducation, etc. Donc ça, il est nécessaire qu'il y ait davantage là, de formation à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la vie des personnes. Au-delà des mots, je pense aussi concrètement à toutes les formes de discrimination qui vont être plus structurelles, du fait qu'on demande, par exemple, on parlait tout à l'heure, simple exemple de l'accès à des bibliothèques, demander à quelqu'un son bail pour pouvoir avoir une carte de bibliothèque, ça renvoie nombre de personnes, notamment à statut précaire, ou par exemple de femmes qui sont, par exemple, en situation d'hébergement aussi temporaire, à leur précarité. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui pourraient être améliorés au sein des structures. On a pensé notamment là, dans un des projets de recherche à avoir tout simplement une carte de résident de la ville qui ne serait pas juste pour les personnes immigrantes, mais pour toutes les personnes. C'est un petit geste qui serait très concret, assez facile à obtenir, mais qui permettrait justement à tout le monde de prouver juste d'être résident de la ville et d'avoir ainsi accès à un certain nombre de services là, municipaux sans avoir toujours à répéter son histoire, à expliquer qu'on est nouvellement arrivé avec un statut particulier, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, je pense, autant dans la formation que dans des éléments plus structurels et concrets. Merci. Je reconnais maintenant la députée de Chaumédé, 3 minutes 20 secondes. Bonjour. J'ai vraiment aimé vous écouter, mais surtout vous lire. J'adore le côté que vous mettez l'emphase sur humanitaire. Donc, c'est une approche humaine et ça date de longue date. Vous êtes une grande équipe, 65 personnes, 65 ans l'année prochaine et 65 personnes. Et je vous écoutais tantôt pour les chiffres. Il me semble 397, 500, 1700. J'ai calculé, c'est du beau monde. Comment ces gens-là vous trouvent pour recevoir le service? Bien, les réfugiés sont, vous savez, en ayant le mandat, ils viennent nous voir directement. Mais on est vraiment, je vous nommerai exemple, je donne l'exemple, les demandeurs d'asile maintenant, mais les postes frontaliers nous nomment. Donc, pourquoi? Parce qu'on a l'avantage d'avoir des habitations. C'est magnifique, oui. Mais ça nous amène des enjeux. On revient à ça. Je n'ai pas assez pour répondre aux besoins. Puis c'est pas de répondre aux besoins à tous. L'idée, c'est qu'on fait là, j'ai pas le choix. Je prends les situations de cas les plus particulières, les situations de cas plus particuliers. Mais il faut s'assurer justement d'un hébergement. Et je ne veux pas alerter, mais on est là aujourd'hui, actuellement. On devra discuter avec la Ville, mais il faut plus d'hébergement parce que ma crainte, actuellement, le 811 réfère chez nous des gens qui ont des enfants et qui n'ont pas d'argent pour pouvoir aller à l'hôtel. Si on ne les prend pas en charge, ils vont glisser vers... Puis là, je dis le grand mot itinérance, mais vous comprenez que maintenant, je le voyais les dernières années vers des situations de cas où c'est des cas complexes de santé, de difficultés d'adaptation, mais maintenant, c'est des nouveaux arrivants. On ne le voyait pas les dernières années autant. Et en ce moment, là, dernièrement, dans les 2 dernières semaines, j'ai eu 4 situations qui m'ont été proposées par le SUIS de les prendre. Alors, vous comprenez, c'est là la complexité par rapport à l'accueil, par rapport à nous assurer où on est rendu aujourd'hui.
Je n'irai pas plus loin. Mais déjà qu'on a une crise de logement, un manque de logement dans la province, dans les 4 coins, donc en plus, le besoin de pouvoir donner le service que vous aimeriez donner, humanitaire, Oui. et essayer de trouver de la place pour tout le monde, je comprends, c'est tout un défi. On vous entend, ça c'est sûr. Vous avez mentionné à la page 7 que son engagement du Québec humanitaire et son exemple de soutien dans le processus de réinstallation lui valent une réputation internationale quant à son modèle d'accueil de ces populations vulnérables. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Rapidement. Vas-y, oui, je te laisse aller. Oh, plus de temps? Rapidement. Okay. Oh, j'allais juste dire que l'accueil humanitaire, d'abord, c'est la population le mieux répartie sur le territoire, donc ça participe à la régionalisation de l'immigration, mais il nous est parfois difficile de desservir cette population parce que ce n'est pas tous les immigrants qui rentrent dans des cases faciles, donc qui rentrent dans une catégorie donnée. C'est terminé. Merci beaucoup. Alors, on va terminer maintenant cette période d'échange pour 4 minutes 8 secondes avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup. Merci énormément pour votre travail. Je veux revenir à la recommandation 1 sur l'augmentation progressive dans l'engagement humanitaire. Est-ce que vous faites aussi du parrainage privé de réfugiés? Non, vous n'en faites pas. Pas du tout. Et est-ce que vous avez une position là-dessus sur la hausse? Je sais qu'on accueille autour de entre 1500 et 2000 annuellement avec nos quotas. Est-ce que vous avez une position sur l'augmentation de ce volet-là ou pas vraiment? Pour le parrainage? Privé, de réfugiés. On a des enjeux, mais... Des enjeux. Il nous est difficile de desservir justement les réfugiés parrainés parce qu'ils ne sont pas pris en charge par l'État. Je comprends. Alors même quand il y a des lacunes dans les services ou dans leur accueil, quand ils viennent par exemple au centre multiethnique, il nous est difficile, voire parfois impossible de les servir. Bien, nous, on reçoit, puis je vous le nomme comme ça, on ne fait pas de privé, mais parrainage privé, mais c'est sûr que quand ça se complexifie, le parrainage privé, on va aider à solutionner. On ferme la porte à personne. Recommandation 4, vous parlez de situation de statut précaire. Est-ce que vous avez avancé une proposition sur une régularisation du statut? Ça se discute beaucoup au fédéral. Est-ce que vous avez une position là-dessus? Bien, je vais laisser Aline, parce qu'Aline... Ben, c'est certain que la régularisation là, des statuts permettrait justement aux personnes de sécuriser leur parcours. On se retrouve dans des situations extrêmement complexes et parfois à partir d'éléments très simples. Je pense à la complexité de compléter un formulaire, tout simplement, ou ne pas l'avoir fait à temps va faire tomber donc un statut et une personne, notamment dans les cas de situation temporaire, se retrouver dans un statut extrêmement précaire, alors qu'au bout du chemin, la personne pourra peut-être obtenir la régularisation de son statut. Mais tous ces délais entre perdre son statut et la régularisation de son statut va entraîner un parcours extrêmement anxiogène pour les personnes, va être aussi demandant pour les services d'accompagnement et tout le monde est perdant finalement dans cette situation-là et on entrave vraiment les trajectoires des personnes, comme je le disais tout à l'heure, là, à court terme comme à long terme en fait. Ouais. Juste rajouter, j'allais dire les statuts précaires pour nous, c'est les travailleurs temporaires où qui ont des permis fermés, on s'entend. Des étudiants où il vit une dépression puis il va glisser vers une incapacité à continuer ses études. On voit tout ça, là, nous, à chaque année, à chaque situation. Alors pour nous, c'est d'essayer de régulariser davantage, de leur donner, de comprendre. Puis là, je peux... Donc, vous voulez dire pérenniser vers un statut permanent? Tout à fait. Le plus important, c'est d'aller chercher le plus rapidement possible un statut qui va leur permettre, favorablement, la résidence permanente, qui est une solution pour nous le plus rapidement possible, et éviter les permis fermés. Je comprends l'implication des employeurs financièrement, je comprends tout ça, mais on pourrait... Parce que quand on fait un permis fermé, l'autre chose qui est intéressante, c'est de voir avoir des